et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai grand plaisir à retrouver aujourd'hui sur ce plateau Henri Chabadel, responsable des investissements chez BlackRock. Bonjour Henri. Bonjour Laurent. Bon, il s'en est passé des choses depuis notre dernière entrevue, depuis notre dernier point sur la macroéconomie. On va peut-être commencer, par l'économie américaine avec ce sentiment que ça va peut-être un petit peu moins bien qu'étude sur les chiffres de l'emploi notamment, alors qu'en Europe, bon là c'était déjà pas fameux, ça va peut-être même encore plus, c'est peut-être encore plus compliqué quand on regarde l'Allemagne ou la France. Alors, est-ce que là je viens de dresser une vision un peu trop pessimiste ou est-ce que ça reflète aussi votre sentiment sur ce qui se passe sur les deux grandes économies développées de part et d'autre de l'Atlantique ? Non, c'est une description assez honnête de la situation. Il faut quand même tenir compte d'un point de départ qui était fondamentalement différent. On avait une économie américaine qui tournait trop vite, au-dessus de son potentiel, un marché de l'emploi qui était trop tendu, qui posait d'ailleurs des problèmes au banquier central, puisque derrière un marché de l'emploi tendu, c'est de l'inflation salariale. L'inflation salariale, c'est un risque d'inflation au niveau de l'inflation globale. Et donc, on avait une économie américaine qui tournait trop vite parce qu'il y avait un stimulus budgétaire trop important qui compensait les effets de la politique monétaire. De ce point de vue-là, sur une année comme celle-là où il y a moins de stimulus budgétaire, voir l'économie américaine ralentir sous l'effet des hausses passées de taux d'intérêt. La Banque centrale américaine a remonté ses taux. Il en a fallu du temps avant que ça se transmette à l'économie. Il a fallu quasiment 2 ans, mais finalement ça a marché et heureusement que ça marche, sinon on se demanderait à quoi servent les banquiers centraux. Donc le banquier central américain a relevé ses taux, l'action de relèvement des taux a eu un effet différé et ça y est, enfin on commence à en observer l'effet. L'économie américaine ralentit, mais elle ralentit vers son niveau de croissance potentielle. Donc en bon ordre quand je Voilà. Il y a évidemment des anticipations variées. Il y a des investisseurs qui pensent qu'on peut rentrer en récession, mais c'est vraiment assez rare. Le scénario central, c'est celui que l'on décrit sous forme de atterrissage en douceur, le soft landing, c'est-à-dire que l'économie américaine revient doucement et de manière ordonnée, vous avez employé le bon terme, vers son niveau de croissance potentielle. Du côté de l'Europe, c'est totalement différent. Parce que l'Europe, depuis le début, on en a parlé quasiment tous les trimestres, l'Europe est un peu dans l'œil du cyclone. Elle est prise entre deux feux et en particulier sous l'impact du choc des prix énergétiques qui a remis fondamentalement en question certains modèles économiques, en particulier le modèle allemand. Et de ce point de vue-là, on voit bien que l'économie allemande est en train d'essayer de se réinventer, mais réinventer un modèle économique, ça prend plusieurs années, pour ne pas dire plusieurs décennies. Donc l'économie allemande, sans doute, se réinventera, mais ça ne va pas arriver demain. Donc l'économie allemande ralentit, la France connaît des problèmes spécifiques, on va dire de manière un petit peu plus conjoncturelle, et donc on a deux gros moteurs, qui sont traditionnellement des moteurs de la croissance européenne, qui sont en situation compliquée. Et à côté de ça, vous avez traditionnellement une économie européenne dans son ensemble qui est sensible à ce qui se passe dans le reste du monde. Du côté de la Chine, on était sur une économie qui était à l'arrêt, depuis la crise Covid, depuis certaines mesures qui ont été prises pour crever la bulle de l'immobilier. Donc pas vraiment de salut à attendre de ce côté-là. Et maintenant, une économie américaine qui ralentit. Donc c'est normal de voir une économie européenne qui continue, qui poursuit sur son rythme de ralentissement, en partant d'une croissance qui était trop basse au départ. Donc là, pour le coup, le spectre de la récession, à un moment donné, va commencer à apparaître. Et on le voit dans les indicateurs d'activité qui passent les uns après les autres sous la barre des 50. Donc on n'est pas encore en zone rouge, mais on voit bien que les choses se détériorent de manière assez significative. Le seul point d'espérance pour l'Europe, c'est déjà que l'économie américaine ralentit de manière ordonnée, et que l'économie chinoise cherche à se relancer. Oui, parce qu'il y a eu du nouveau sur le front de l'économie chinoise. Face à ces deux situations, vous les avez bien décrites, assez contrastées côté américain et côté européen, les banques centrales, elles ont commencé à pivoter timidement, peut-être trop timidement, vous allez nous le dire, pour la BCE, et de façon plus marquée pour la Fed. Est-ce que le timing et l'ampleur de leur réaction vous semblent adapté, des deux côtés de l'Atlantique là aussi? Alors au niveau du timing, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire du côté américain. D'abord parce que la Banque centrale américaine avait été prise un petit peu à revers au début de l'année, avec des chiffres d'inflation qui n'étaient pas conformes à ses attentes. Collant, on disait parfois. Voilà, et donc sticky inflation. Donc elle s'était donné plus de temps. Le consensus du marché s'attendait à un pivot pour la fin du premier semestre. Nous, on avait toujours dit que ça ne surviendrait au mieux au second semestre. On n'avait pas anticipé que l'inflation serait volatile, mais on a toujours dit que l'inflation aux États-Unis, malheureusement, se stabiliserait au-dessus du seuil d'inflation des 2%. Donc on ne s'attendait pas à ce que ce pivot arrive tôt. Donc finalement, ce pivot est arrivé en septembre.
Il n'y a pas trop de surprise pour nous au niveau du timing. Oui. La surprise, c'est plutôt venu du fait qu'ils ont passé 50 points de base, donc 2 baisses de taux d'un coup. Ça, on ne s'y attendait pas, on anticipait plutôt 25. On anticipait globalement 2 baisses de taux. Maintenant, le scénario central est plutôt aux alentours de 3-4 en comptant les 2 baisses de septembre d'ici la fin de l'année. Donc, on verra ce qui se réalise. Mais ce qui est clair, c'est qu'on s'est penché sur cette décision pour savoir effectivement comment on pouvait l'interpréter. Il y avait 2 interprétations possibles. La Fed baissait très fort les taux parce qu'elle considérait qu'elle était en retard. Behind the curve, hein, voilà. on dit des fois. Et qu'il fallait vite normaliser la politique monétaire pour essayer de relancer l'économie américaine. Et là, on voit bien que c'était ce spectre de récession potentielle aux États-Unis qui pouvait expliquer une telle décision. Ou alors, et c'est notre idée, la Fed a simplement rattrapé le temps perdu. Au second semestre, elle s'est mise en pause en attendant de voir au travers des datas que l'inflation reprenait un chemin normal. En juillet, elle a décidé de ne pas baisser ses taux, mais finalement en septembre, elle a rattrapé la baisse qu'elle n'avait pas pu faire précédemment. Elle avait plus ou moins dit finalement. Voilà, elle en a passé 2 d'un coup, mais in fine, ça ne remet pas en question le rythme à venir qui restera progressif de la politique monétaire américaine. Donc au niveau du timing, pas de surprise. Au niveau de la première décision, une petite surprise, mais pas de remise fondamentale en question de la trajectoire de politique monétaire. Au niveau de la zone euro, on va dire qu'il n'y a pas non plus vraiment de surprise, vu qu'on part avec des niveaux de croissance qui sont beaucoup plus faibles, une inflation qui baisse aussi, parce que quand il n'y a pas de croissance, c'est compliqué d'avoir de l'inflation. La BCE a démarré plus tôt, et c'est normal. Elle a été plus prudente, et ça c'est traditionnellement le cas aussi. C'est une banque centrale qui est plus lourde en termes de gouvernance. Elle n'a pas la même réactivité que la banque centrale américaine, qui est capable de bouger très vite et très fort. Pas vraiment de surprise. La seule chose qu'on sait maintenant, c'est que comme la Fed a beaucoup baissé d'un coup, la BCE est maintenant totalement libre d'enclencher des baisses sur chacune de ses prochaines réunions de politique monétaire. Ça m'étonnerait beaucoup qu'elle passe 2 baisses comme les États-Unis, 50 points de base, parce que c'est toujours un peu compliqué d'accorder les violons entre les violons allemands, les violons hollandais et les violons français. Mais en revanche, le scénario central du marché aujourd'hui, c'est quasiment 100% de probabilité d'une baisse à la prochaine réunion de politique monétaire. Bon, un cycle de baisse qui est lancé. Donc, il faut parler de la Chine, forcément, Henri. On en parlait un petit peu moins au début de l'année parce que, voilà, vous l'avez dit, l'économie chinoise, elle était un petit peu à l'arrêt. Il y avait les difficultés du secteur immobilier, il y avait la défiance des ménages chinois. Et puis là, en septembre, c'est plutôt inattendu, le gouvernement chinois qui est sorti du bois pour proposer des nouvelles mesures de relance un petit peu plus ambitieuses que les mesures précédentes. Et cette question, finalement, est-ce que ça y est, c'est le vrai redémarrage de la Chine, un aveu qu'il fallait faire plus pour relancer l'économie chinoise, ou est-ce que c'est un petit pansement supplémentaire mais qui ne va pas suffire? Alors, je pense que déjà, il faut essayer de comprendre ce que veut le politique chinois. Et quand le politique chinois a décidé, il y a plusieurs années de cela, de crever une bulle immobilière, il y est allé franchement, et il a effectivement crevé la bulle immobilière qui prévalait alors en Chine. Et on se souvient de ces images où on voit des quartiers entiers totalement vides, alors que c'est du neuf. Mais bon, même pas fini, mais détruit. Voilà, les programmes immobiliers même pas terminés, c'est horrible à voir, mais il y avait effectivement une bulle immobilière. Cette bulle immobilière était entretenue par une forme de surinvestissement dans l'actif immobilier qui n'était pas raisonnable au travers des fondamentaux de l'économie chinoise. Le gouvernement chinois n'y est pas allé par 4 chemins, il a crevé cette bulle immobilière. Et on sait que les bulles immobilières sont les pires en termes de conséquences sur l'économie. Ça peut prendre des années, des décennies à purger. On se souvient du Japon, par exemple, la bulle immobilière japonaise, on a mis plusieurs dizaines d'années à la purger au niveau des bilans des entreprises et des intermédiaires financiers. Donc, sans surprise, l'économie chinoise a été pénalisée, d'autant plus que l'immobilier pesait beaucoup dans la constitution de sa croissance. Mais là, ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir que récemment, la Chine a décidé de changer son fusil d'épaule et de siffler la fin de cette purge. Et ça se passe par un certain nombre d'annonces qui ont été passées essentiellement au niveau de ce qu'on appelle le robinet du crédit. L'idée étant qu'une économie, ça repose sur finalement les perspectives des agents économiques quant à l'avenir. Et donc, si on veut la relancer, il faut redonner une perspective positive et il faut redonner finalement envie d'investir, envie d'entreprendre. Une manière assez simple de procéder, c'est en général de baisser le niveau de financement. Et la Chine est une économie administrée, donc on peut bouger tous les leviers un peu comme on veut. Donc ce qu'a fait la Chine récemment, c'est premièrement ouvrir en grand le robinet du crédit. Les taux ont été baissés quasiment sur toutes les maturités.
et surtout la possibilité d'investir dans différents actifs, qu'ils soient financiers ou pas financiers, avec du levier, a été facilitée. Donc ça, normalement, c'est plutôt positif pour les valorisations des prix d'actifs en général, que ce soit des actifs financiers ou des actifs immobiliers. Donc ça, c'est quand même plutôt quelque chose qui serait susceptible de redonner un petit coup d'allant, un coup de boost. Les marchés ont bien réagi. Un peu d'allant. Et d'ailleurs, le marché chinois ne s'y est pas trompé. Il a réalisé en une semaine ce que le marché américain a fait en 10 mois depuis le début de l'année. Donc les investisseurs ont tout de suite compris quel était le signal. Après, la question, c'est au-delà de la réaction des marchés, comment va réagir l'économie chinoise. Nous, notre interprétation chez BlackRock, c'est qu'il fallait évidemment intervenir sur le robinet du crédit, ça c'est très important, mais il va sans doute falloir que le gouvernement chinois accepte de desserrer aussi la contrainte budgétaire, c'est ça. De stimuler un petit peu l'économie par le volant budgétaire, de manière à finalement faire coïncider politique monétaire, politique budgétaire, parce que c'est là l'alliage qui est le plus efficace quand vous voulez vraiment relancer une économie. Jusqu'à présent, le bazooka a été sorti sur la partie crédit, il n'a pas encore été sorti sur la partie budgétaire, mais compte tenu de ce que nous a dit le Congrès national du Parti communiste il y a encore quelques semaines, on sent bien que ça va arriver. Bon, on sent bien que ça va arriver. Affaire à suivre sur ce qui est en train de se passer en Chine. Et ça, pardon Laurent, c'est très bien pour l'Europe. Parce que, on va pouvoir réexporter un petit peu. Voilà, l'Europe est très sensible à ce qui se passe en Chine, beaucoup plus que les États-Unis. Les États-Unis se sont quasiment isolés en termes de sensibilité de ce qui se passe au niveau de la Chine. L'Europe reste sensible, en particulier la machine économique allemande. Voilà. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour nous. Bon, on va suivre l'état de l'économie chinoise. Il faut qu'on parle des marchés, forcément. Alors, si je devais faire le résumé, notamment de cet été, on a un petit épisode de fébrilité, de panique, avec la Banque du Japon et cet épisode sur le carry trade. Vous pourrez y revenir si vous le souhaitez. Depuis, quand même, ça va pas si mal, voire même très bien sur les indices. On a les indices américains qui sont à des niveaux records. On a quand même le sentiment, et c'est un mot qui revient souvent chez les experts, qu'une rotation sectorielle s'est engagée. Quel est votre avis sur le sujet, Henri ? Il y a plusieurs rotations qui se sont engagées. En fait, l'intermède estival, juillet, août, septembre, a été l'occasion d'un rebalancement assez significatif au sein des portefeuilles des investisseurs qui ont conduit à des performances très différenciées dès lors qu'on s'intéresse au prix d'actifs d'un point de vue un peu plus granulaire que seulement les grands indices. C'est vrai que quand on regarde le S&P 500, par exemple, on a l'impression qu'il a connu des hauts et des bas, mais finalement, il a monté sur 3 mois. Business as usual. Mais en pratique, ça a tourné à l'intérieur. Donc déjà, 500 qui a plus monté que le Nasdaq, par exemple, sur le dernier trimestre. Par exemple, effectivement, depuis le début du mois de juillet, le S&P 500 superforme les valeurs de la tech de près de 7%. Donc ça, typiquement, c'est une illustration de ce qui se passe en dessous de la ligne de flottaison. Quand on regarde entre les secteurs en particulier, oui, il y a eu une rotation sectorielle. Il n'y a pas eu qu'une rotation sectorielle. Si on regarde ce qui s'est passé au niveau du marché américain, les valeurs de taille petite et moyenne, ce qu'on appelle les small et mid cap, en juillet, ont très largement surperformé les valeurs de grande capitalisation. Et ça, c'est traditionnellement un signe d'une certaine forme de confiance des investisseurs dans les perspectives économiques. Alors, ça a été un peu douché à l'eau froide au début du mois d'août, suite à la publication des chiffres de l'emploi américains pour le mois de juillet, ce qui est un des deux catalystes de cette séance un peu catastrophique de début août, quand le marché japonais a baissé de 13%. Deux raisons à cela, en fait. La première, c'est que la Banque centrale du Japon a entériné son changement de pied monétaire en remontant ses taux. A décidé que le mois d'août était trop calme. Voilà, c'est ça. Et pourtant, elle avait bien annoncé, bien télégraphié à l'avance que cette décision allait arriver. Tout le monde l'attendait pour fin juillet. Elle est arrivée comme prévu. Mais les investisseurs ont été un peu pris à revers, justement parce qu'elle est arrivée en même temps que ces chiffres de l'emploi américain qui étaient très décevants. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un certain nombre d'investisseurs qui s'étaient endettés en yens pour acheter différents actifs, quand vous faites ça, vous pariez sur le fait que le coût de refinancement en yens va rester faible et que vous allez pouvoir encaisser des gains sur les autres actifs parce qu'il va y avoir finalement de la croissance. Et là, finalement, vous aviez des investisseurs qui étaient pris entre deux feux parce que d'une part, les coûts de refinancement augmentaient. Et là, il y avait un doute sur les perspectives de croissance de l'autre côté. Moins bonnes. Résultat, au milieu du mois d'août, moi j'étais à la plage, ces investisseurs-là ont décidé de couper les positions et c'est le pire moment pour le faire parce qu'il n'y a pas de liquidité à ce moment-là. Le marché japonais a baissé de 13%, le yen s'est apprécié de 15%. Ça, c'est vraiment le signe qu'il y avait un choc sur la liquidité, mais ça s'est très vite normalisé
en quelques semaines, le choc avait été absorbé. Mais pour revenir à votre point, oui, il y a eu une rotation géographique. Le Japon a perdu à cette occasion son statut de leader parmi les marchés développés en termes de performance depuis le début de l'année. C'est le marché américain qui a pris le leadership. Il y a eu une rotation par les tailles de capitalisation, il y a eu une rotation sectorielle, donc il y a eu plusieurs rotations tout au long de cette période. Est-ce qu'on a besoin de souffler sur l'IA? On voit que les résultats de Nvidia, qui étaient pourtant excellents, là aussi, qui sont parus cet été, il y a plutôt une déception du marché. Est-ce que là aussi, on n'arrive pas au bout non pas d'un cycle de l'IA, mais peut-être d'un premier cycle de l'IA? Ouais. Alors la déception, elle n'est pas tant venue de Nvidia que du secteur de la tech dans son ensemble. Pourquoi? Parce qu'on a eu, finalement, depuis le début du mois de juillet, la saison de publication des résultats des entreprises américaines pour le deuxième trimestre. Et ce que les investisseurs ont vu et entendu, c'est une poursuite des investissements dans l'IA. Et ça se voyait dans les chiffres de Nvidia. Globalement, Nvidia n'a pas déçu au niveau de la publication de ses résultats. Non, complètement. En revanche, ce que les entreprises de la tech ont dit, c'est on investit beaucoup, mais pour le moment, on n'a pas de retour sur investissement. Et ça pouvait être interprété de deux manières. Ça peut être du genre, oui, on investit, mais il n'y a rien. Ou on investit, mais il n'y a pas encore. Voilà. Et il y a eu un doute. Il y a eu comme l'ombre d'un doute, lorsque ces messages ont été délivrés, sur le fait de savoir si ces investissements étaient ou non à fond perdu. Ils ne sont pas à fond perdu pour tout le monde. Nvidia continue à en bénéficier. Son carnet de commandes est bien rempli. Et d'ailleurs, dès que son patron s'est exprimé pour clarifier son message, tout de suite, les marchés se sont remis à acheter du Nvidia. Parce que Nvidia, tant qu'il y a des investissements du côté du secteur de la tech, Nvidia est le principal bénéficiaire de ces investissements. Mais en revanche, du côté du secteur de la tech, finalement, c'est venu rappeler à certains investisseurs que lorsqu'il y a une rupture technologique, comme l'est aujourd'hui l'IA, comme l'a été Internet en son temps, il faut d'abord beaucoup investir et le retour sur investissement va prendre plusieurs années. Sur l'Internet, ça a pris quasiment 10 ans avant de commencer à voir le retour sur investissement des premiers investissements qui étaient faits dans l'Internet. Et entre les deux, on avait eu un crack de la bulle technologique. Donc voilà, il y a eu un petit peu d'angoisse. Ça s'est matérialisé par la sous-performance du secteur de la tech. Depuis, la sous-performance s'est stabilisée. Honnêtement, ça faisait 18 mois que le secteur de la tech surperformait le reste. C'était plus que mérité d'avoir une pause. Nous, on reste confiants sur ce secteur parce qu'on pense qu'il est structurellement soutenu par des perspectives de croissance plus élevées que la moyenne. Et on attend bien de la saison de publication de résultats qui s'ouvre que le tir soit un petit peu corrigé au niveau de la communication qui sera faite par ces entreprises à l'occasion de cette saison. Intéressant. On va regarder ce qu'elles nous disent effectivement lors de la publication de ces trimestriels. Il faut qu'on parle aussi un petit peu du marché obligataire. On a parlé de la politique monétaire des banques centrales avec ce cycle de baisse de taux qui s'engage. Et quelles conséquences ça va avoir justement sur notre marché obligataire? Alors ça dépend. Le marché obligataire, il est multiforme, il est protéiforme. De quel marché obligataire parle-t-on? Sur la partie des taux courts, les taux courts vont définitivement baisser. Et ils vont, on va dire, sans doute beaucoup plus baisser en zone euro qu'aux États-Unis, compte tenu du différentiel de croissance, du différentiel d'inflation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un investisseur de la zone euro, qui aujourd'hui pouvait capter des rendements intéressants sur un livret A, sur un fonds monétaire, il faut qu'il s'attende à une baisse significative des rendements sur cette partie courte de la courbe. Et ensuite, il y a la partie intermédiaire et la partie longue. D'accord ? La partie longue ne réagit pas tout à fait de manière alignée avec la partie courte. Parce que la partie longue, elle dépend des anticipations des investisseurs en matière de croissance, d'inflation, de politique monétaire. Nous, notre conviction, c'est que la partie longue de la courbe des taux en zone euro va elle aussi baisser. D'accord ? Peut-être pas autant que ce qu'on va observer sur la partie courte, mais quand même, elle va baisser. Donc, les rendements offerts pour les investisseurs de la zone euro sur la partie longue vont baisser. Mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que, sans vouloir être trop technique, quand les taux baissent, le prix des actifs obligataires monte. Donc ça veut dire qu'il y aura quand même de la performance pour compenser les investisseurs obligataires de la baisse de taux. Ça, c'est pour la courbe des taux en zone euro. Aux États-Unis, on pense que oui, il va y avoir une baisse sur la partie courte, moindre qu'en zone euro, mais sans doute pas de baisse sur la partie longue. En tout cas, les baisses, on les a déjà vues. Donc le risque, c'est plutôt d'avoir à nouveau des hausses de taux longs aux États-Unis. Et quand on fait le bilan de tout ça, après, derrière, il faut aussi tenir compte de ce qui se passe entre les pays. Donc, par exemple, la France par rapport à l'Allemagne, ou la France par rapport à l'Espagne et l'Italie, on voit bien qu'il y a des différences qui sont en train de se mettre en place, qui sont cette fois purement spécifiques aux politiques économiques, budgétaires, qui sont mises en œuvre par chacun de ces pays. Moi, j'aurais tendance à dire, dans l'ensemble, qu'au niveau des marchés obligataires,
on est quand même revenu dans un environnement où désormais les taux réels sont positifs. D'accord ? Les taux offerts aux investisseurs sont supérieurs au niveau d'inflation. Donc il ne faut pas bouder notre plaisir, restons investis sur des taux obligataires. C'est quand même beaucoup plus sympathique de l'être dans ces conditions-là que ce que ça pouvait être il y a encore 5 ans. Ouais, retour à la normale dont on avait oublié ce qu'elle signifiait sur le marché obligataire. Henri, pour les mois qui nous attendent, qu'est-ce qu'on se met à l'agenda en bref pour finir j'imagine qu'on va parler d'élections américaines, non ? Alors oui et non, parce que l'élection américaine, ça arrive tous les 4 ans et on sait comment ça fonctionne. On a de la volatilité 2 semaines avant, 3 semaines avant, on a de la volatilité 2 ou 3 semaines après. Ça peut être un peu plus long s'il y a contestation des résultats de l'élection, mais on l'a déjà vécu par le passé. Les États-Unis sont une démocratie solide. In fine, on finit par avoir un président, in fine, on finit par avoir un congrès, et donc la volatilité disparaît. C'est ce qu'on appelle une volatilité conjoncturelle. Il ne faut pas trop finalement s'inquiéter de ce qui se passe à ce moment-là. Donc oui, il faut avoir un œil sur les élections américaines, sachant qu'objectivement, quel que soit le président élu, aujourd'hui les investisseurs ont bien intégré ce qu'allaient être les politiques économiques mises en œuvre. Donc il n'y aura pas vraiment de surprise de ce côté-là, en tout cas selon nous. Le point d'attention, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est d'abord évidemment ce que les entreprises vont annoncer à l'occasion de la saison de publication de résultats. Là, il va y avoir un focus particulier sur le secteur de la tech. Est-ce qu'on confirme le signal un peu mitigé de la précédente publication ou est-ce qu'au contraire on repart de l'avant? Donc ça, c'est un point d'attention intéressant pour les investisseurs. Et l'éléphant dans le magasin de porcelaine, c'est les décisions des banquiers centraux. Que ce soit aux États-Unis ou en zone euro. Aujourd'hui, le marché est positionné avec un certain nombre d'anticipations. D'ailleurs, peut-être trop d'anticipations de baisse côté américain. Côté européen, on pense que c'est normal d'avoir des anticipations de baisse. Côté américain, le BlackRock considère qu'il y a peut-être un peu trop d'optimisme dans les anticipations. Et donc là, il va falloir bien voir ce que vont faire les banquiers centraux et surtout ce qu'ils vont dire. Parce que les marchés sont aussi sensibles à ce qui est dit qu'à ce qui est fait. Parfois plus sensibles à ce qui est dit qu'à ce qui est fait. Donc pour s'assurer que finalement, maintenant qu'on a fait le pivot, la poursuite de la détente de la politique monétaire se fait bien sans surprise, donc sans générer de la volatilité. On a vu en août que ça pouvait générer de la volatilité, finalement une décision de politique monétaire qui était un peu mal ressentie. Donc mais c'était des conditions particulières. Il faut prendre garde à ce que ça ne se renouvelle pas au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Bon voilà, on va une fois de plus être rivé aux lèvres de Jerome Powell pour savoir ce qu'il nous dit sur la politique monétaire de la Fed. Merci beaucoup Henri pour ces explications. Merci Laurent. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.